par une première intervention sur le patrimoine maritime religieux de Vendée. Et donc, nous allons pouvoir écouter Jean-François Henry, qui est à ma droite, donc à votre gauche, qui est docteur en histoire, qui est un Ilais donc de l'Île-Dieu, qui a consacré l'essentiel de ses recherches au patrimoine maritime et à son île natale à l'Île-Dieu. Il a été professeur d'histoire, il a enseigné l'histoire religieuse au séminaire de Nantes. Et donc, il publie dans de nombreuses revues comme Recherches vendéennes, Le Chasse-Marée, la Revue du Bas-Poitou, etc. Donc, aujourd'hui, et vous avez 20 minutes, monsieur, pour nous présenter donc, le patrimoine maritime religieux de la Vendée. Tout à l'heure, on a mis une pression suffisamment forte pour que je respecte les horaires. Je voudrais saluer les membres du clergé, les membres des congrégations religieuses. Chers amis, donc, je vous propose de vous embarquer pour longer le littoral du Bas-Poitou. Cette communication aurait pu se faire à deux voies, puisque le travail que je vous présente a été réalisé en lien avec Anne Billy, qui vous a présenté les vitraux et qui a été ma coéquipière dans notre équipage qui a sillonné donc, le large de notre pays. La communication sera en 3 points. Le premier, c'est les origines de ce travail et la méthodologie que nous avons employée, les résultats globaux, et puis une illustration, puisque nous sommes à l'orée du mois de décembre, donc de la fête de Saint-Nicolas bientôt. Donc on évoquera le culte de Saint-Nicolas en Vendée. Les origines, elles remontent de ce travail à 1975. J'allais dire, c'est bien loin, il y en a peut-être qui n'étaient pas nés ici. C'était à l'occasion donc d'une exposition organisée par le professeur Mola Dujardin et Jacques Le Goff sur l'inventaire des ex-voto marins. Remarquable exposition qui était itinérante et qui a été proposée notamment au château de Nantes et qui pointait le doigt sur le problème des ex-voto marins qui étaient dispersés dans les églises, voire dans les chapelles, avec comme 2 objectifs. 1, de faire l'inventaire, et 2, de les protéger. Déjà, 1975, de les protéger. D'abord parce que, bien souvent, ils étaient ignorés, voire méprisés, parce que c'était des ouvrages souvent populaires. C'était aussi la cible de tous les antiquaires, voire brocanteurs, voire pilleurs de sanctuaires, et qui pouvaient très facilement rentrer dans les sanctuaires, les prendre sans qu'on y prête attention. Donc l'objectif de Mola Dujardin était de dire, en les recensant, déjà on les protège au sens où ils seront plus difficilement commerciables. Donc le travail a été commencé par faire un inventaire le plus précis possible. Et cet inventaire avait été anticipé par le fait que Julien Bourreau, qui est dans cette salle, qui à ce moment-là était conservateur des antiquités et objets d'art de Vendée, m'avait demandé déjà de faire un travail sur l'un des derniers ex-voto marins du département, c'est Le Français dans la tempête, un tableau qui est à la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à La Meule, à l'Île-Dieu, et dont nous avions encore l'auteur. C'est vraiment quelque chose de rarissime, c'est-à-dire qu'on avait la chance encore d'avoir celui qui avait réalisé cet ex-voto. Je pense que c'était probablement le dernier. Aujourd'hui, on parle d'ex-voto sans savoir vraiment d'où ils viennent, comment ils ont été créés. Donc, ce travail était fait, et puis je lui ai demandé d'élargir ce travail à l'ensemble du littoral. Et pour ce faire, il m'a demandé d'accueillir une coéquipière, donc Anne Billy, docteur en histoire de l'art, et qui était chargée des études documentaires au sein du secteur patrimoine et archéologie de la Vendée. Et donc nous sommes partis caboter le long des côtes vendéennes, et nous avons fait tout le littoral, de Bouin jusqu'à l'Aiguillon. Je ferai simplement une petite parenthèse. Anne n'a pas osé aller jusqu'à l'Île-Dieu, craignant peut-être de passer le bras de mer. Nous avions comme feuille de route ce que disait Mola Dujardin. Mola Dujardin disait ceci. Voilà comment il faut faire. D'église en chapelle, de chapelle en cimetière, de cimetière en musée, de maison de pêcheurs en château. Il repère, photographie, dessine les témoignages, votifs marins, les plus anciens, etc. Je passe. Ils n'omettent pas les cantiques et les chansons. Ils observent les célébrations religieuses, pèlerinages.
Bref, ils n'omettent aucune forme d'expression individuelle. Allons plus loin. Au-delà de l'observation des actes extérieurs des hommes et de celle des objets matériels, et là j'insiste beaucoup, l'historien n'aura achevé sa tâche explicative qu'après avoir saisi les motifs, les intentions, perçu la signification des gestes et des paroles. S'il n'y a d'histoire, je cite, « s'il n'y a d'histoire vraie que celle de l'homme, la vérité n'est complète que si elle atteint son âme. » Donc notre objectif était d'aller bien au-delà de l'observation de l'objet, c'était le resituer dans son contexte et essayer d'aller au plus près de ceux qui l'ont réalisé. Vaste défi. Travail passionnant, travail que nous avons fait à cours d'un certain nombre de journées, où nous avons trouvé de très beaux objets, je vais vous en parler, mais aussi où nous avons fait d'extraordinaires rencontres de personnes, souvent très inattendues, parce qu'au fur et à mesure que nous avancions, de sacristie en chapelle, de cimetière, etc., eh bien, on a eu l'occasion de découvrir un certain nombre de choses qui nous surprenaient. Je voudrais revenir sur le fait que nous avons travaillé à deux. Ça avait beaucoup d'intérêt, parce que, d'une part, par mes origines familiales, mon grand-père, capitaine dans le cours, sur 3 générations, j'ai toujours été baigné dans le milieu maritime. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne voyais plus. Anne, beaucoup plus jeune que moi, avait une autre perception des choses et, je crois que je peux le dire, ignorait complètement le milieu maritime. Donc, elle m'a obligé à voir ce que je ne regardais plus parce que je trouvais ça tellement habituel. Et donc, cette complémentarité de regard a fait que ça nous a aidés à faire un inventaire le plus complet possible. Donc, qu'avons-nous trouvé? Alors, là, je vous présente donc un homme qui s'appelle donc Roland Quentin, dit Caralette, parce qu'à L'Île-Dieu, les Quentins sont très nombreux, donc on est obligé de rajouter le surnom pour pouvoir le distinguer. Et il tient dans ses mains un tonnier qui est le dernier bateau ex-voto qui est suspendu à l'église Saint-Sauveur de L'Île-Dieu. Donc, qu'avons-nous trouvé? Donc, voilà le travail. Donc, vous voyez, que ce soit dans les cimetières, que ce soit l'écoute de nos témoins. Et là, c'est, je crois, au presbytère de l'Herbaudière. Donc, vous voyez, on écoute, on regarde, on filme, on photographie. Qu'avons-nous trouvé? Eh bien, nous avons trouvé à peu près 270 objets d'étude, d'une très grande variété. Des églises et des chapelles, notamment des chapelles votives, des maquettes, des fresques, etc. Donc, on va en détailler quelques-unes. Donc, voici ici Notre-Dame de Bon Secours, à la Guérinière. Beaucoup de statues, un certain nombre d'entre elles. Là, Notre-Dame de Bon Secours, vous voyez qu'il y a à côté d'elle une ancre. On a une statue très semblable à l'Île-Dieu. Attention, l'ancre ici, c'est à la fois une ancre marine, mais c'est surtout le symbole de l'espérance. Foi, c'est la croix. L'ancre, l'espérance. Et la charité, c'est le cœur. Donc ici, Notre-Dame de Bon Secours est toujours représentée avec cette espérance, comme dit saint Paul, avec l'ancre accrochée au fond de la mer. On a aussi des croix. Donc ici, la croix de l'entrée du Gois. De chaque côté du Gois, il y a des croix qui ont été offertes, notamment l'une d'entre elles a été offerte par celui qui a créé donc, le guide de Vieux-Grand-Marais, c'est sa femme qui l'avait offerte. On a d'autres croix le long de la côte. On en a à l'Île-Dieu, on en a au Sable d'Olonne, etc. Ce sont des croix qui ont été élevées pour protéger les personnes, notamment celles qui partent en mer. Souvent, quand on parle des ex-voto marins, on pense bien sûr aux maquettes ex-voto. Donc, on a un certain nombre de maquettes ex-voto. Souvent, ces maquettes sont liées plus à des ex-voto de protection, plus que des ex-voto de remerciement. L'ensemble, on en a à peu près trouvé 25 à 26, qui sont plus construits pour demander en quelque sorte la protection par Dieu ou par la Vierge Marie d'une communauté religieuse plutôt que liée à un événement particulier. Des maquettes, mais aussi donc des chapelles, un certain nombre de chapelles votives. Celle-là, c'est la chapelle Notre-Dame des Flots, qui est relativement récente puisqu'elle date des années 1950 à la Barre-de-Mont. Elle est véritablement construite comme un navire renversé, avec sa nef, bien sûr, tout à fait particulière. Nous avons aussi un certain nombre de tableaux. Donc ici, c'est un grand tableau
qui se trouve dans le retable de l'église Saint-Hilaire, sur le bord Saint-Hilaire de Riez. On a aussi d'autres tableaux, et notamment l'un d'entre eux est dans la publication qui vous sera proposée dans les recherches vendéennes. Le dernier tableau, c'est celui du vœu du capitaine Cadou. La restauration de ce tableau classé, a permis de voir apparaître le nom du bateau, le port d'armement, ce qui nous a permis de reconstituer intégralement l'histoire de ce tableau. Beaucoup plus original, des gargouilles, tout à fait particulières. C'est la chapelle Notre-Dame de Bonne-Espérance, donc au Sable d'Olonne. Je pense que peut-être l'une des seules gargouilles en poisson que l'on peut trouver dans la région, voire en France. C'est assez rare de voir une gargouille sous cette forme-là. Et enfin, pour terminer, des vitraux. Donc, un certain nombre de vitraux, comme celui-ci. Donc, c'est un vitrail, excusez-moi, je ne le vois pas apparaître. Voilà. C'est un vitrail de l'Aiguillon-sur-Mer, de l'Étoile de la Mer, avec un bateau. Donc, on a retrouvé un certain nombre de vitraux qui vont permettre de jalonner, en quelque sorte, notre itinéraire. 270 objets. Les plus anciens, ce sont des fresques que l'on a trouvées récemment à l'église Saint-Sauveur de Lisieux, fresques de Saint-Nicolas, on en reparlera tout à l'heure. Et le plus récent, c'est toujours dans la même église, ce bateau ex-voto offert par la communauté maritime lors d'une fête de la mer en 2018. Deuxième type d'inventaire, c'est aussi le patrimoine immatériel, car nous n'avons pas limité notre travail simplement aux objets, on a essayé de retrouver tout ce qui pouvait être lié à ce monde-là, c'est-à-dire aussi bien des prières comme celle-ci qui a été composée par l'abbé Jean Buton, qui était aumônier des marins lors de la bénédiction d'un chalutier à Croix-de-Vie. C'est aussi donc une prière, un cantique qui est chanté donc à l'Île-Dieu dans les cérémonies qui ont lieu notamment à la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, les souvenirs de pèlerinage, mais aussi les fêtes de la mer. Donc vous voyez, ce patrimoine-là ne se limite pas uniquement à cela. On pourrait même rajouter des choses tout à fait particulières, comme par exemple les maisons qui étaient là pour accueillir les marins, qu'on appelle les abris du marin, qui sont dans le même esprit de ceux qui ont été créés en Bretagne, au seul fait particulier, et ça c'est un peu de chauvinisme, que les premières maisons d'abri ont été créées à la Chaume pour accueillir les marins, pour qu'ils puissent à la fois se laver et qu'ils puissent en même temps lire et faire leur correspondance. Et ça, avant que les abris du marin bretons soient créés. Je le dirai avec plus de précaution au nord de la Loire. Donc, notre travail a été non seulement de faire des fiches, et là je remercie Anne qui a été beaucoup plus méthodique que moi, qui a fait ça très scrupuleusement le soir. Donc on veut dire que les fonctionnaires travaillent aussi le soir, contrairement à ce qui a été dit précédemment. Je voulais aussi dire que cet inventaire aurait pu être présenté comme une sorte de catalogue. Or, le travail n'aurait pas été celui qu'attendait le professeur Molla-Dujardin, c'est-à-dire comment aller au sens même des choses. Donc nous avons rassemblé cela en deux parties. Le premier, comme si la mer avait investi le sanctuaire, et là on a regroupé tout ce qui était autour et dans l'église, et comme si dans une sorte de jusant, la mer s'était refoulée et avait un peu réparti les témoignages de cette foi chrétienne à travers les croix, etc. Donc c'est un peu dans cet sens-là que nous avons essayé de retracer les activités des hommes à travers les différents témoignages que nous avons. Car ne trompons pas, nous n'avons pas fait d'histoire religieuse de la marine, nous avons fait un inventaire à partir de ce qui existe. C'est très différent, très différent. Donc, on s'est dit, pour aujourd'hui, ne pas trop vous fatiguer, on va simplement travailler sur l'exemple de Saint-Nicolas. Tout le monde connaît donc l'entrée des Sables d'Olonne et tout le monde reconnaît donc le prieuré Saint-Nicolas qui se trouve à l'entrée. Et ça a quelque chose d'assez naturel. Or, ce qui nous a frappé, c'est cette présence extraordinaire du culte de Saint-Nicolas qui s'est fait tout le long de la côte. Première chose que nous allons observer, c'est ce tableau.
ce tableau qui a été très récemment restauré et dont la restauration, et je remercie M. Blanchard, qui a découvert à la fois le nom de l'auteur, qui s'appelle Joseph Marchand, et la date de 1848. Ce tableau qui, dans un premier temps, avait été daté du XVIIIe siècle. Vous remarquerez donc un Saint-Nicolas traditionnel avec sa crosse et les petits-enfants qui sont dans les enfants donc, du boucher dans leur maquette. Or, remarquez bien, chose particulière, c'est qu'il y a un enfant qui, avec sa main droite, indique. Et qu'indique-t-il? Eh bien, il indique un bateau en perdition. Donc, vous voyez que ce tableau ordinaire d'un Saint-Nicolas traditionnel avec un fond maritime associe à la fois la tradition du Saint-Nicolas et des petits-enfants, du Saint-Nicolas, patron des marins au Moyen-Âge. Et le deuxième élément de ce document, vous voyez que non seulement il va au secours des bateaux, mais il va aussi au secours des marins en péril, puisque vous voyez qu'il va au-devant donc, de ces marins qui sont en perdition et qui s'accrochent à des espars. Donc vous voyez, ce tableau qui se trouve donc, dans l'église de la Chaume est un tableau tout à fait représentatif de ce culte de Saint-Nicolas. On aurait pu dire que c'est un témoignage totalement marginal, isolé. Pas du tout. Car ce témoignage s'appuie sur un littoral qui est complètement jalonné par les sanctuaires dédiés à Saint-Nicolas. Donc on remarquera que tout le long de la côte, on voit que le culte de Saint-Nicolas est représenté soit par des églises actuelles, soit par des églises qui ont disparu, soit par des changements de vocable. Par exemple, l'église de la Barre-de-Mont, qui est dédiée à Saint-Louis, était autrefois dédiée à Saint-Nicolas. On voit qu'il y a une église Saint-Nicolas, par exemple, à la Guérinière, à Barbâtre, excusez-moi. On a une fresque Saint-Nicolas à Saint-Sauveur, à l'Île-Dieu, et on va jusqu'au fond. Et on remarquera la densité qui se trouve donc au sud de la Vendée. Et cette densité s'explique de façon très simple, c'est que cette densité est liée donc au littoral d'autrefois du Golfe donc, qui se trouvait à cette époque-là. Donc en fait, toutes ces églises qui sont dédiées à Saint-Nicolas, on a même une chapelle Saint-Nicolas dans la cathédrale de Luçon, donc sont en fait liées, c'est l'ancien littoral qui se retrouve ici marqué. Lorsqu'arrivera les siècles suivants, ce culte va être oublié, mais franchement oublié, et sera remplacé par le culte de la Vierge Marie. Et les trois sanctuaires qui vont être élevés, c'est Notre-Dame de Bonport, donc au Sable d'Olonne au XVIIe siècle. Ça sera Notre-Dame de Beausecours à la Guérinière, et ça sera Notre-Dame du Port à l'Île-Dieu, qui sont des deux églises du XIXe. Mais vous voyez que le culte, en quelque sorte littoral, a été occupé par Saint-Nicolas, et seules les églises votives, les chapelles votives, soit quelques églises, vont être vouées au culte de la Vierge Marie. Donc, c'est un littoral, c'est très, très étonnant et très marquant. Donc, on va le vérifier à travers différents types de dévotions. Ça va depuis un Saint-Nicolas de Barbâtre, donc bannière et cloche. Et vous voyez que sur la cloche, et vous voyez que le lien avec le témoignage un petit peu avant, on voit donc la silhouette d'un trois-mâts barque. On voit aussi à Saint-Nicolas de la Chaume, donc un bateau ex-voto fait par la famille Pitra, donc, qui se trouve là, et puis ce fameux tableau qu'on va retrouver. On va retrouver la fresque de Saint-Sauveur, c'est la fresque de la chapelle Saint-Nicolas qui oppose d'un côté donc Saint-Nicolas et les marins, de l'autre côté on aura Saint-Nicolas et les petits-enfants, et on aura Saint-Nicolas aussi et les trois femmes qui cherchent une dot pour pouvoir se marier. On trouvera aussi donc la statue de Saint-Nicolas de Brême, et enfin on verra un certain nombre de vitraux comme Saint-Nicolas de Grue. Mais je tiens vraiment à insister sur le fait que ce culte de Saint-Nicolas avait été complètement oublié. Et là, je parle sous couvert de Jacques Centraux qui va intervenir tout à l'heure. Ce qui est curieux, c'est qu'à Noirmoutier, fin 19e, le saint protecteur des marins, c'est Saint Clément. Et on vénère Saint Clément, alors qu'à Saint-Nicolas, on va faire une fête, mais ça sera la fête patronale, sans lien du tout avec la marine. On avait complètement oublié ce culte tout à fait spécifique de Saint-Nicolas. Donc je vais... notre travail, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Notre travail, donc, et le but, c'est de faire connaître d'abord et comprendre cela. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à ce fait, il faut essayer donc de le remettre dans son contexte et de le faire comprendre.
dans le but de le protéger. Et là, on a fait plusieurs demandes donc, aux commissions réglementaires pour pouvoir être inscrits au patrimoine. Et là, nous avons eu déjà l'an dernier un diorama de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a été honoré. Et là, l'hôtel qui se trouve donc à la chapelle Notre-Dame de la Paix vient de passer en commission pour être inscrit. Donc là, vous avez une évolution, car si la mer reste toujours la même mer, l'évolution de la marine et du culte des marins a forcément changé. Les marins prient différemment. Et là, vous avez 3 devants d'autel qui montrent l'évolution de ce culte. Donc vous avez ici un devant d'autel tout à fait particulier, un bas-relief qui se trouve à Notre-Dame-du-Port à l'Île-Dieu. Deuxième type de bas-relief, c'est ce tableau qui est devant donc, la chapelle Notre-Dame de la Paix. Et enfin, donc, cette stylisation qui se trouve donc, à l'église Sainte-Croix, à Croix-de-Vie. Et le but, c'est de faire en sorte que ce patrimoine vivant continue à vivre en suscitant des créations nouvelles. Alors, je voudrais conclure en proposant simplement un objet tout à fait particulier qui, pour nous, résume bien ce que nous cherchons, car ce que l'on voulait montrer, c'est que si la mer a changé, la mer n'a pas changé, si les marins ont beaucoup changé d'activité, qu'y a-t-il de commun entre ceux qui, au XVIIe ou XVIIIe, faisaient le cabotage, puis la pêche? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, malheureusement, et là je parle de bonne connaissance de cause, quand on arrive à l'Île-Dieu, c'est pitoyable de voir des ports vides de chalutiers, pratiquement. Mais la mer continue à vivre autrement et le Vendée Globe est là pour en témoigner. Eh bien, pourquoi tous ces plaisanciers qui fréquentent la mer et qui fréquentent ces dangers ne contribueraient-ils pas à leur façon de créer ce culte qui évolue avec l'évolution de la marine et de ses activités? Alors, c'est une sorte de clin d'œil. Voici cet objet. Voilà. Eh bien, c'est un canopé qui recouvre le tabernacle d'une chapelle. Et vous voyez que c'est très amusant parce que là, on est totalement en cohérence avec la tradition. Car la fête des tentes, la fête des tabernacles, c'est une tente. Donc là, le prêtre, qui était le père Gabory, a recouvert ce tabernacle avec une tente des touristes qui viennent se reposer. Et donc, c'est assez amusant de voir comment cette tradition religieuse s'adapte avec l'évolution du temps. Je vous remercie de votre attention.